Les Français parlent au français. Aujourd'hui, le deuxième jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Cette année, le thème du concours national de la résistance porte sur les différentes formes de répression et de déportation en France et en Europe entre 1939 et 1945. Le sujet nous invite ainsi à comprendre que durant cette Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande dans tous les territoires occupés ne s'est pas comportée de la même façon dans les régions de l'Est de l'Europe, comparativement aux situations vécues à l'ouest de ce continent. De plus, durant ces 5 années de guerre, le régime nazi, dirigé par Hitler, a mené une politique de répression qui s'est accentuée lorsque l'Allemagne, à partir de la fin de l'année 1942, va connaître ses premières grandes difficultés militaires. Notre travail devra montrer quelles ont été les différentes formes de répression menées par l'Allemagne et ses alliés, ainsi que par tous les gouvernements qui ont collaboré avec elle, et notamment ce que l'on appelle à cette époque le régime de Vichy. Période durant laquelle en France, la République sera remplacée par un régime politique autoritaire et totalitaire mené par le maréchal Pétain. La répression, c'est l'action de réprimer, de punir. Ainsi, les nazis et leurs complices ont eu recours à la contrainte et à la violence à l'encontre des populations qui ont tenté de s'opposer et de résister à la mise en place de leurs idées et de leurs politiques. Cette violence répressive a conduit les forces occupantes à des arrestations en masse et à la mise en place d'une politique de ségrégation, c'est-à-dire l'exclusion d'un groupe d'humains de la population en raison de leur religion, de leurs convictions politiques ou de leur mode de vie. En effet, les populations juives d'Europe, les communistes, les tziganes ou les homosexuels ont été la cible de cette politique génocidaire mise en place par les nazis. Cette extermination intentionnelle et systématique sera surtout visible à partir de l'année 1942. Les camps de la mort, créés en Pologne, n'ont pu fonctionner que grâce aux nombreuses déportations. Ces déplacements forcés de déportés ont été nombreux dès le début de la guerre. L'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, en Allemagne, avait déjà montré cette volonté très rapide de mettre à l'écart toutes les personnes ne pensant pas comme lui. Le premier camp de concentration ouvre, en effet, en juillet 1933 à Dachau, dans la banlieue de Munich. Cette vidéo a donc pour objectif d'illustrer par quelques exemples locaux, mais aussi plus généraux, ces répressions vécues durant toute la période du Second conflit mondial. En effet, nous tenterons d'évoquer des cas qui ont touché le centre-Bretagne et plus précisément la région de Lochminé dans le département du Morbihan. Cet espace a en effet connu de nombreuses violences infligées par l'armée d'occupation sur les populations civiles. Nous n'oublierons pas d'évoquer ces quelques exemples en regardant aussi ce qui s'est passé au même moment dans le reste de la France, mais aussi au sein de toute l'Europe. Ainsi, dans un premier temps, nous évoquerons la politique d'exclusion et de répression de l'armée d'occupation mise en place dès le début de la guerre, c'est-à-dire de septembre 1939 au printemps 1941. Ensuite, nous évoquerons ce sujet dans une période où la guerre mondiale va devenir une guerre d'anéantissement visible dès l'été 1941, lorsque l'Allemagne rentrera en guerre contre l'URSS. Cette période est marquée notamment par le début d'une politique d'extermination menée à grande échelle et systématiquement. Enfin, à partir du débarquement des troupes alliées en juin 1944 en Europe, cela marquera un déchaînement répressif et une radicalisation des troupes d'occupation vis-à-vis des civils que nous devrons aussi évoquer. Cette première partie tentera d'expliquer le phénomène d'exclusion et d'évoquer les différentes répressions mises en place par l'Allemagne nazie de septembre 1939 au printemps 1941 en Europe. Nous allons donc expliquer les principales formes de répression et les déportations vécues pendant le début de la Seconde Guerre mondiale subies par les populations civiles à cette époque. Après l'arrivée au pouvoir des nazis en Allemagne en janvier 1933, beaucoup d'arrestations ont eu lieu. Les peuples considérés comme inférieurs ou nuisibles, tels que les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés mentaux ainsi que les opposants politiques, socialistes et communistes notamment, présents en Allemagne sont discriminés et persécutés. Les SA, puis ensuite les SS, seront les principaux agents utilisés dans le cadre des différentes intimidations infligées, puis ensuite des arrestations vers les camps d'internement appelés camps de concentration. Ainsi, les juifs allemands, après l'élaboration des lois raciales et ségrégationnistes mises en place à Nuremberg
en 1935 et 1938, seront interdits de travailler dans les services publics ou de se marier avec un Allemand non juif, puis ils seront victimes d'une interdiction totale de travailler, de posséder et de gérer des entreprises ou sociétés privées. Les opposants politiques seront très rapidement arrêtés et envoyés dans le premier camp de concentration créé dans la banlieue de Munich, à Dachau, opérationnel dès le mois de juillet 1933, soit quelques mois après la victoire électorale des nazis à la Chambre du Parlement. Plus tard, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs polonais ont été enfermés dans les ghettos aux conditions effroyables telles que celui de Varsovie ou Cracovie. Ces ghettos étaient des solutions temporaires pour l'enfermement de ces populations. Des quartiers ont été ainsi délimités dans les grandes villes du pays pour détenir et séparer les Juifs polonais des autres. Les quartiers étaient surveillés par l'ASS. Les déportations vers les camps de la mort commenceront à la fin de l'année 1941 et surtout à partir de 1942, suite à la conférence de Wannsee où les hauts dirigeants du régime et de la SS décidèrent de la solution finale, c'est-à-dire le début du programme de mise à mort industrielle des êtres considérés par le régime comme impurs. Il ne faut pas oublier que durant cette période, des milliers de juifs polonais seront exterminés dans les villages par les groupes spécialisés de la SS, appelés Einsatzgruppen. La Shoah par balle est responsable de plus de 1 million de morts en Europe de l'Est. Des lois répressives et ségrégationnistes vont être aussi mises en place dans tout le reste de l'Europe occupée vis-à-vis des populations civiles. Ainsi, en juin 1940, après la capitulation de la France en juin 1940, les Allemands lèvent un tribut spécial censé payer les frais d'occupation de l'armée allemande sur les territoires qu'ils occupent. Ils réquisitionnent les matières premières, énergétiques, stratégiques et alimentaires, ce qui provoque d'importantes pénuries et de nombreuses difficultés d'approvisionnement pour les populations concernées. Des mesures de limitation vont être mises en place pour assurer le ravitaillement des populations, notamment les tickets de rationnement, comme durant la Première Guerre mondiale. Les nazis utilisent les prisonniers de guerre, plus de 1,5 million de soldats français par exemple, pour travailler en Allemagne ou dans les territoires occupés, facilitée par une collaboration économique le plus souvent mise en place par les gouvernements étrangers qui apportent leur soutien au régime hitlérien. C'est ainsi que la collaboration de l'État français avec les Allemands débute par l'instauration du régime de Vichy, né de la défaite et de la capitulation de la France. La France est donc séparée en deux. Le nord et toute la côte atlantique sont occupés par les Allemands et est appelée zone occupée, administration de l'armée allemande, la Wehrmacht. Puis le sud de la France est appelé la zone libre, gouvernée par l'État français depuis sa capitale, Vichy. Mais le gouvernement du maréchal Pétain, qui a mis en place cette collaboration, souhaite souvent aller plus loin. Un statut spécial a été mis en place vis-à-vis des populations juives dès octobre 1940, sans que les nazis l'exigent à cette époque dans les territoires libres. Calqué sur les lois de Nuremberg édictées en Allemagne et citées précédemment. Vichy, gouverné par Pierre Laval, le principal ministre du régime, va de plus livrer aux Allemands les personnes dites impures ou indésirables, notamment les juifs français, mais surtout les juifs étrangers venus se réfugier avant la guerre ou au début de celle-ci. Cette collaboration politique et militaire se démontrera plus tard avec l'aide apportée par les forces de police françaises sous les ordres de Vichy pour arrêter ces populations, comme lors de la rafle du Veldiv. Le 16 juillet 1942, encadrée par le préfet de Paris, à savoir M. Bousquet. Celle-ci demeure encore aujourd'hui l'une des plus grandes arrestations de juifs en France durant la Seconde Guerre mondiale. Le département du Morbihan, territoire se trouvant à cette époque dans la zone dite occupée, n'échappe pas à cette règle. Toutes les côtes atlantiques sont extrêmement surveillées pour parer un éventuel débarquement allié. Cette zone sera donc impossible à approcher pour les populations non résidentes sans autorisation spéciale, qu'on appelle Ausweis, délivrée par la Kommandantur allemande. Beaucoup de Morbihanais seront obligés aussi de travailler dans cette zone pour la fortifier, casemate, abri de protection ou artillerie militaire. L'organisation Todt, du nom du nazi chargé de l'édification du mur de l'Atlantique dans le cadre de la protection du Troisième Reich, veillera au recrutement de ces jeunes hommes durant toute la période de la guerre. L'Orient devient aussi le principal port militaire des nazis sur la côte atlantique. Base sous-marine très puissante.
Depuis l'invasion allemande du centre-Bretagne, dès la mi-juin 1940, toutes les petites villes du département voient des garnisons de soldats de la Wehrmacht ou de la SS stationnés dans celles-ci. Les populations civiles ont ordre de ne pas s'opposer à eux sous peine de lourdes sanctions politiques, économiques ou militaires. Quelques faits de résistance sont à signaler dans la région et sont très vite matés par l'armée d'occupation. Les arrestations se multiplient avec la mise en place de procédures judiciaires expéditives qui n'existent même pas dans le territoire de l'Europe de l'Est où les nazis n'adopteront pas le même visage. Ainsi, la citadelle de Port-Louis près de Lorient ou le fort de Penthièvre sur la presqu'île de Quiberon demeureront comme des lieux de sinistre mémoire pour ces centaines de Morbihanais arrêtés et dans l'attente le plus souvent de leur déportation vers les camps de concentration en Allemagne. Monsieur Roger Marette, jeune N-Bontais de 17 ans, est un exemple parmi tant d'autres qui ont connu ce triste sort. Il a en effet connu les salles d'interrogatoire de Gemny-sur-Scorff, de l'école des jeunes filles de Locminé avant de passer pour son internement à la citadelle de Port-Louis, où, après un jugement expéditif, et sans que ses parents ne soient tenus informés, a été déporté au camp de transit de Compiègne, dans la banlieue parisienne, avant d'arriver, après plusieurs jours de voyage en train, au camp de Neuengamme, situé près de Hambourg. Il finira interné au camp de Bergen-Belsen, près de Hanovre, où il fut délivré par les troupes anglo-saxonnes après de longs mois de souffrance physique et morale, puisqu'il ne pesait qu'une trentaine de kilos à sa libération. La deuxième partie de notre étude concerne donc la période qui va de l'année 1941 à 1943. Elle commence ainsi avec l'été 1941, lors de l'attaque surprise des Allemands en URSS, l'opération Barbarossa. En quelques mois, ils atteignent la ville de Moscou et Leningrad, au nord du pays, principal port russe sur la Baltique. Pendant cette guerre d'1 an et demi à l'est, tout le peuple russe est mobilisé au front comme à l'arrière. Les civils ont ordre de défendre leur ville face aux Allemands du mieux possible et souvent jusqu'à la mort. À Stalingrad, dans le sud, sur les bords de la Volga, les civils défendent la ville jusqu'au dernier homme. Cette bataille, tristement célèbre, a provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers de soldats, mais aussi de civils puisque la ville pendant plusieurs mois fut bombardée par l'aviation allemande. Les Allemands perdent aussi des hommes, plus de 500 000 soldats, rien que pour cette zone de combat, mourant parfois de faim, tout en n'arrivant pas à faire plier l'armée rouge. Le nombre de morts, plus de 20 millions, en URSS durant cette guerre, nous montre cette politique très répressive menée par les nazis à cette époque. Durant cette période, il nous faut évoquer aussi la répression mise en place par le régime hitlérien vis-à-vis des populations qu'il considère comme indésirables, et plus précisément le processus d'extermination qui a abouti au génocide le plus important de l'histoire, qui peut être qualifié de mise à mort industrielle, avec la Shoah. Extermination de plus de 5 millions de juifs. Et la disparition des populations tziganes, plus de 200 000 morts. Ainsi, le 20 janvier 1942, 15 hauts fonctionnaires nazis se réunissent dans la villa au bord du lac de Wannsee, dans la banlieue de Berlin, pour parler de la solution finale à la question juive. C'est la conférence de Wannsee. Elle est organisée par Reinhard Heinrich, l'adjoint de Himmler, le commandant en chef de la SS et directeur de l'Office central de sécurité du Reich. Cette réunion se déroule sous la haute autorité d'Hitler. Les nazis avaient déjà tué des dizaines de milliers de juifs en Union soviétique occupée ou en Pologne. Les lois de Nuremberg sont déjà appliquées dans tous les pays contrôlés par l'Axe. Les juifs seront affectés aux différents travaux forcés en séparant, dès leur arrivée dans les camps mixtes, les hommes, des femmes et des enfants. Ceux qui seront considérés comme aptes au travail construiront par exemple des routes dans les territoires occupés. Ceux qui ne pourront pas du tout travailler seront tués en masse et systématiquement. Ils seront transportés en Pologne, par la voie du chemin de fer. Il est prévu à cette conférence d'éliminer plus de 11 millions de juifs en Europe. Ce sont les Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination, qui reçurent l'ordre d'éradiquer les juifs au début en Pologne et en URSS. Ce sont des SS qui exterminent tous les opposants politiques, tziganes, juifs. C'est le vrai début de la Shoah. Ce terme est un mot d'origine hébreu qui veut dire catastrophe. Elle désigne l'extermination massive des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
Les Juifs et Tziganes sont ainsi persécutés, puis envoyés dans les camps d'extermination. La plupart sont tués dans les chambres à gaz, pour être ensuite brûlés dans des fours ou des fosses crématoires. D'autres sont envoyés dans des camps de concentration. Ceux qui peuvent encore travailler pourraient mourir de fatigue, de maladies et de douleurs physiques et psychologiques. Le camp d'Auschwitz-Birkenau est ainsi, parmi les 6 camps de mise à mort créés en Pologne dès 1941, un camp particulier. Il est à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination, avec le camp de Birkenau associé à celui d'Auschwitz. Les déportés passent ainsi la sélection. Les enfants, les malades, les personnes âgées sont envoyés dans les chambres à gaz. Les autres sont envoyés dans des baraques où ils sont persécutés et où ils sont obligés d'effectuer un travail forcé jusqu'à l'épuisement. Enfin, en Europe de l'Ouest, les populations ont été aussi souvent mises à contribution et ont payé un lourd tribut. En effet, en septembre 1942, pour lutter contre toute tentative de débarquement des troupes anglo-américaines, Hitler décide de construire un mur de plus de 5000 km couvrant la mer du Nord, la Manche et l'océan Atlantique. Il est fait pour que les Alliés n'attaquent pas le nord-ouest de la France. C'est l'organisation Todt qui est chargée de construire ce mur géant. Cette organisation a été créée en 1938 par Fritz Todt. C'est une organisation spécialisée dans les travaux de protection militaire nécessaires au Reich. En 1942, Fritz Todt laisse place à Albert Speer, à la tête de l'organisation. Les ouvriers sont alors pour la plupart des prisonniers de guerre ou des réfractaires au service du travail obligatoire, le STO. Ils font également appel à des volontaires locaux qui sont rémunérés. Durant cette période, la mobilisation de ces ouvriers bat son plein. Des centaines de casemates sont ainsi construites par l'OT, des champs de mines sur les plages, des milliers de kilomètres de barbelés, des nids de mitrailleuses et de lance-flammes sont construits à des endroits clés des côtes. Les résistants tentent d'établir alors des relevés précis des lieux pour les envoyer aux Anglais, où ils plaçaient des sucres dans les bétonnières. Les constructions devenaient ainsi moins résistantes au bombardement. L'organisation aura du mal souvent à tenir les délais de construction. C'est le maréchal Rommel qui va mettre la pression sur les ouvriers. Ils vont donc doubler la production et mobiliser encore plus de civils, souvent contraints et forcés d'obéir. Les cas d'obéissance sont sévèrement réprimés. Nous sommes donc bien ici dans une période où la guerre se durcit et devient ce que les historiens ont appelé une guerre totale. À savoir que tout est ici mobilisé pour atteindre le seul objectif, la victoire. Cette mobilisation est donc humaine. Soldats au front et civils à l'arrière, économique, tout est mis au service de l'État pour vaincre. Et idéologique. Propagande très importante mise en place pour convaincre les populations du bienfait et de la vitalité de cette guerre. Durant cette période de durcissement dans le conflit, notre département n'est évidemment pas épargné. Ainsi, tous les déportés du Morbihan étaient arrêtés puis envoyés vers notamment le camp de transit près de Paris, à Compiègne, pour ensuite partir dans les convois ferroviaires afin d'être acheminés vers les différents camps de concentration du Reich. Dans le Morbihan, on sait par exemple que 310 personnes ont été déportées pour avoir commis des divers actes de résistance. 120 autres ont été en tant que prisonniers politiques. Bien qu'il soit difficile de distinguer les deux catégories, 79 aussi ont été pris comme otages lors de rafles organisées par l'armée allemande en représailles d'actes commis contre eux. Enfin, 90 détenus déportés étaient des prisonniers de droit commun qui ont purgé leur temps de détention dans les camps de concentration allemands. De plus, on sait que 42 juifs morbihanais sont partis de Drancy pour 13 convois différents entre 1942 et 1944. La majorité des arrestations antisémites et des déportations dans le Morbihan, comme en Bretagne, ont eu lieu lors de 2 grandes rafles, le 16 juillet, au même moment que la rafle du Veldiv à Paris, et le 9 octobre 1942. Enfin, seulement 7 Morbihanais ont été pris dans le
dans la dernière rafle juive planifiée le 5 janvier 1944. Les personnes emprisonnées n'étaient pas obligatoirement envoyées tout de suite dans les camps en Allemagne. Elles étaient enfermées, le plus souvent, comme nous l'avons déjà dit, au fort de Penthièvre, à Quiberon, ou à la citadelle de Port-Louis à Lorient. Les derniers convois de Bretons quittent Rennes début août 1944, alors que la ville est libérée fin août par les Américains. Durant l'année 1943, sur tous les fronts, les Alliés passent à la contre-offensive face aux troupes de l'Axe. Les Anglo-Américains débarquent ainsi en Italie en 1943, puis en Normandie le 6 juin 1944. Ce dernier débarquement est secondé par le déploiement des troupes venues d'Afrique du Nord en Provence le 15 août de la même année. Sentant la menace arriver, les Allemands seront plus stricts avec les populations civiles. D'un autre côté, beaucoup de gardes de résistance vont se mettre en place pour aider les Alliés à envahir et libérer les pays occupés. En représailles, les Allemands durcissent les contrôles et les arrestations. Ainsi, le 10 juin 1944, à Oradour-sur-Glane, un massacre aura lieu dans ce petit village français situé non loin de Limoges, faisant 642 victimes, toutes civiles et innocentes. Ce régime de la Wehrmacht, remontant vers le nord de la France pour lutter contre les forces alliées, débarquées a subi des attaques vis-à-vis de leurs convois militaires. L'arrêt dans ce village n'est pas programmé. Ils décident de rassembler la population, les femmes et les enfants dans une église, les hommes au centre de la localité. La répression sera aveugle, l'église sera incendiée avec les occupants à l'intérieur, les hommes seront tous exécutés par balles. Ce massacre est une preuve du sentiment de peur qui se développe au sein de l'armée allemande face à l'invasion ennemie. Ce crime, comme tant d'autres commis en Europe de l'Est, va à l'encontre des règles élémentaires militaires et on voit bien que les Allemands appliquent à cette époque. À l'Ouest, la même détermination excessive éprouvée depuis le début de la guerre en Europe de l'Est. Sur le front de l'Est, le rouleau compresseur de l'armée rouge prend de plus en plus l'avantage sur les nazis et les fait grandement reculer. L'URSS va libérer l'Europe orientale et centrale. Les Russes libéreront aussi plusieurs camps de concentration et d'extermination, tels que celui d'Auschwitz en Pologne le 25 janvier 1945. Ils seront les premiers témoins du massacre subi par les populations juives, tziganes, durant ce conflit. Bon nombre des rescapés internés mourront après avoir été libérés en raison d'une suralimentation trop rapide ou des suites de leurs blessures ou du fait de leur état de santé critique. Les Russes prendront enfin Berlin et Hitler se suicidera le 30 avril 1945, marquant ainsi la mort du Troisième Reich et laissant le haut commandement militaire allemand prendre la décision de capituler officiellement le 8 mai. Avec plus de 50 millions de victimes, dont plus de la moitié de civils, la Seconde Guerre mondiale franchit un nouveau seuil de violence. L'Europe est le continent le plus touché. À elle seule, l'URSS totalise 25 millions de victimes, soit 14% de sa population totale, et la Pologne a perdu, quant à elle, près de 20% de la sienne. Comparativement, les pertes françaises s'élèvent à 1,5% de sa population. On voit bien ainsi les différences entre la violence systématique appliquée par les forces de l'Axe contre les soviétiques et celle endurée par les peuples d'Europe de l'Ouest. Ensuite, le procès de Nuremberg jugeront les nazis qui ne se sont pas suicidés ou qui n'ont pas disparu, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. La plupart seront condamnés à mort pour les actes de barbarie et d'inhumanité qu'ils ont fait subir à des populations qu'ils ont considérées comme inférieures ou nuisibles, selon leurs propres termes. Durant ces procès, les crimes nazis envers les populations juives et tziganes ont donc été jugés. Ce fut en effet le plus gros génocide de notre histoire. Ces crimes ont été qualifiés de crimes contre l'humanité. Les auteurs de ceux-ci peuvent être jugés pour leurs actes sans prescription dans le temps. Cette dernière période de la guerre fut aussi terrible pour les populations résidentes dans notre département du Morbihan. L'avancée anglo-américaine en Bretagne, depuis le débarquement de Normandie du 6 juin 1944, va déstabiliser énormément les troupes d'occupation allemandes.
De plus, la mise en activité des différents maquis de résistance localement, comme celui de Saint-Marcel à côté de Malétroit, pour soutenir les troupes alliées débarquées, va entraîner un durcissement dans la conduite de la guerre du côté des troupes allemandes. Le repli forcé de la Wehrmacht vers l'Orient, qui demeure leur principale base militaire, aura pour conséquence le développement de multiples zones d'accrochage d'armées entre les deux camps, avec une population civile au milieu qui devra subir cette guerre jusqu'à la reddition allemande au mois de mai 1945. Ainsi, les nombreux bombardements anglo-américains sur la poche de résistance lorientaise entraînera de multiples destructions de bâtiments civils et la mort de plusieurs dizaines de personnes dans cette région. Les atrocités liées à cette guerre vont donc se renforcer. Ainsi, par exemple, le mardi 11 juillet 1944, le chef du SD de Vannes va aller voir le colonel de la Wehrmacht, Rudolf Ries. Il lui demande à l'époque de fusiller une cinquantaine de détenus morbihanais de la prison de Nazareth qui se trouve à Vannes. Parmi ces personnes, il y avait de nombreux Locminois. Le mercredi 12 juillet, dès l'aube, les prisonniers sélectionnés sont rassemblés dans la cour de la prison. Ils prennent place à 8h dans le quart. Ils se dirigent vers le fort de Penthièvre, à Quiberon, pour y être exécutés. Ce fort est un endroit où des centaines de personnes vont être tuées, dont environ 50 Locminois. Nous ne savons pas quand tous ces gens ont été abattus, mais certaines personnes pensent qu'il y a eu 4 périodes de fusillades. Pendant qu'il y avait des fusillades, la presqu'île était interdite à la circulation. Toutes les personnes civiles qui y travaillaient à cette époque ont été mises en congé pour qu'ils ne se doutent de rien. Locminé, situé au centre du Morbihan, a vécu d'autres moments terribles de répression contre les personnes entrées en résistance. Annick Pisigot était une jeune fille de 17 ans. Elle vivait chez ses parents qui tenaient l'hôtel des voyageurs au cœur de la ville de Locminé. Pendant la guerre, cet hôtel a été réquisitionné pour loger des hauts gradés de l'armée allemande stationnés dans la localité ou dans ses proches environs. Annick, qui était scolarisée chez les sœurs de Kermaria, a demandé à l'une d'entre elles de lui apprendre l'allemand. Très vite, cette langue n'a plus de secret pour elle. Dorénavant, lorsqu'elle fait le ménage ou effectue toutes sortes d'autres tâches, elle épie la conversation des Allemands dans l'hôtel de ses parents. Puis, elle retransmet ces informations à un groupe de résistance locale dont elle fait partie. Elle a aussi appris à transmettre ces informations par radio grâce à un émetteur-récepteur caché dans sa grange au fond de la cour de l'hôtel. Malheureusement, Annick sera dénoncée le vendredi 28 avril 1944 alors qu'elle était chez ses voisins. Une voiture se gara devant la maison, des agents du SD l'embarqua et l'emmena chez les sœurs de Kermaria où elle se fera torturer. Le lendemain matin, les soldats du SD la raccompagnent chez elle mais lui interdisent de parler. Plus tard, elle est encore accusée, suite à une autre dénonciation, de cacher des armes pour la résistance. Elle se fera de nouveau torturer mais ne livrera aucun secret. Le 2 mai, elle sera transférée à la prison de Nazareth à Vannes. Lors de son séjour en prison, elle rencontre l'ancien maire de Locminé, Julien Leroy. Le 19 mai, elle sera envoyée au fort de Penthièvre, puis à la citadelle du Port-Louis. Le 19 juin, elle est de nouveau transférée à la prison de Vannes et intègre le 1er juillet un convoi en direction de Paris, en compagnie d'une soixantaine de résistants du département. Le 8 juillet, elle est aperçue à la gare de Lyon-Bercy, où elle monte dans une voiture en direction de la prison parisienne de Fresnes, où elle connaîtra des conditions d'internement épouvantables. Elle sera jugée pour la seconde fois le 31 juillet 1944. Le tribunal militaire allemand de Paris la condamne aux travaux forcés dans le cadre des camps de concentration le 2 août. Le 2 août, elle est déportée en Allemagne après être passée par les camps de Karlsruhe, Kassel, Lübeck-Lörhof et au camp de Görlitz-Loban. Elle arrive enfin le 12 août au camp de Cottbus, non loin de Berlin. Dans ce camp, le travail forcé se résume le plus souvent à tresser des feuilles de maïs pour en faire des cordes destinées à la marine allemande. Le 21 novembre, elle est déportée au camp de Ravensbrück avec 45 000 autres personnes. Ce camp est un camp double. En effet, c'est un camp de travail et un camp d'extermination, à la fin de la guerre et après la libération des territoires polonais par l'armée rouge. En hiver, dans ce camp, il fait de moins 10 degrés à moins 30 degrés et comme vêtements, vous n'aviez le droit que d'avoir une chemise et un pantalon de tissu. Annick y restera bien trop longtemps
car ses forces se diminuent de jour en jour. Annick y restera bien trop longtemps, car ses forces diminuent de jour en jour. Le 1er mars, elle part pour le camp de Mauthausen. Elle sera libérée le 21 avril 1945, mais elle est gravement marquée et présente de graves séquelles physiques et mentales. Elle est rapatriée en Suisse, à Saint-Gall. Son état de santé est trop grave et elle ne peut pas retourner en France. Son père vient à son chevet, mais il sait très bien que ce sera la dernière fois qu'il verra sa fille. Elle parvint toutefois à requinquer quelque peu à l'été. Mais l'inévitable arriva. Le 26 novembre 1945, à 18h10, victime d'une hémorragie pulmonaire, Annick Pisigot meurt loin de sa famille. Elle est enterrée au cimetière de Saint-Gall. Le rapatriement de son corps à Locminé fait polémique, car il est beaucoup trop cher. Son corps finit par revenir dans sa ville natale le 11 janvier 1950. Ses funérailles seront célébrées officiellement le vendredi 13 janvier 1950, en présence d'une assistante nombreuse. Elle sera récompensée de la médaille royale d'Angleterre pour toutes les informations collectées et transmises aux forces françaises libres basées à Londres. Annick sera aussi nommée lieutenant à titre posthume. Cette femme reste à l'image et tant d'autres un exemple. Cette femme reste à l'image de tant d'autres, un exemple marquant de la répression subie par ces milliers de Français de la part des troupes d'occupation. Le souvenir de sa déportation vers l'enfer des camps demeure aujourd'hui encore gravé sur les murs de notre cité, là où ses parents à l'époque tenaient leur hôtel. L'ancienne école de jeunes filles de la ville, qui est pendant la guerre, est restée tristement célèbre comme le lieu de détention et d'interrogatoire de plus de 2000 personnes de la région, tenues ici par les Allemands aidés de volontaires français engagés sous l'uniforme allemand. A été aujourd'hui rebaptisée École Annick Pisigot en sa mémoire. Notre salle de cours d'histoire dans notre collège porte aussi son nom. Durant ce second conflit mondial, beaucoup de répressions et de déportations ont eu lieu à cause de la folie d'un régime qui n'avait que pour unique but la soumission et l'obéissance totale des populations européennes et son idéologie fasciste. Plus de 60 millions d'hommes, de femmes et d'enfants mourront sur les différents champs de bataille, lors de massacres commis par les forces d'occupation, sous les bombes, ou bien aussi parfois dans les camps de la mort. Ces massacres sont une preuve que l'être humain peut effectuer des actes de barbarie et d'une violence sans limite dans certaines circonstances troublées. Nous avons voulu montrer que, dans la première partie de la guerre, les répressions sur les civils restent quelque peu mineures. Cependant, à l'Est, les violences perpétrées par les Allemands sur les populations, et notamment sur les Juifs, sont déjà très importantes, dès l'invasion de ces territoires. C'est déjà le début, pour ces derniers, de leur fichage et de leur internement, afin d'appliquer les prémices de la solution finale. De 1941 à 1943, les répressions deviennent plus importantes, c'est le début d'une guerre totale et d'anéantissement. Ainsi, les premiers camps d'extermination sont dès lors opérationnels à cette époque pour les populations jugées indésirables par le régime hitlérien. Les représailles contre les civils sont aussi très importantes, du fait du durcissement de la guerre notamment entre les soviétiques et les nazis sur le front de l'Est. De 1944 à 1945, et suite au débarquement des troupes anglo-américaines sur le continent européen, le Troisième Reich voit son destin s'assombrir. Les nazis vont commettre des actes inhumains aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, en massacrant des civils comme en France, à Oradour-sur-Glane, où plus de 600 personnes innocentes ont été tuées en représailles des pertes subies par eux dans cette lutte pour repousser à la mer les forces alliées. Malgré cela, les territoires sont libérés progressivement. Ainsi, Paris est délivré des troupes allemandes le 25 août 1944. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide pour ne pas avoir à assumer les conséquences de ses actes. Le procès de Nuremberg, qui s'ouvre juste après la fin du conflit, jugeront les plus hauts dignitaires du régime encore en vie à cette date. Mais cela ne suffira pas à atténuer les malheurs des familles de millions de défunts, causés par la folie de ce régime. L'inhumanité dont ont fait preuve les nazis à cette époque restera à jamais gravée dans les mémoires. C'est donc pour cette raison qu'il ne faut pas oublier ce qu'il s'est passé
pour ne jamais avoir à revivre un tel enfer.